bonjour. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Michel Cotta, une personnalité éminente du monde journalistique français, pour parler précisément de la prochaine élection présidentielle qui intervient dans une situation marquée par la pandémie, par un tas d'événements dans le monde et en Europe également, puisqu'il y a une élection importante en Allemagne qui est notre premier partenaire. Alors, avant de parler peut-être de l'Allemagne, Michel, comment voyez-vous cette élection se profiler? Est-ce que les carottes sont cuites, Macron-Le Pen au deuxième tour, et puis voilà? Non, c'est très curieux, parce que c'est le paradoxe français. Les Français vous disent qu'ils ne veulent plus d'un face-à-face Macron-Le Pen. Et pourtant, quand on les interroge, tous les sondages vont dans le même sens. Les uns votent pour Macron, les autres votent pour Le Pen. Et effectivement, ce duo est à peu près sanctifié par les sondages. Alors, là où l'interrogation demeure, c'est quand même, le nombre de candidats. Apparemment, il y en a beaucoup dans tous les partis. Et après tout, plus il y en a, et plus ça enlève des voix aux candidats officiellement déclarés. Par exemple, le polémiste Éric Zemmour, qui menace de se présenter, qui n'a pas encore fait acte de candidature, mais qui est quelqu'un de très populaire et représentant une fibre nationaliste et souveraine, au fond, encore plus nationaliste et encore plus souverainiste que Marine Le Pen. Bon, s'il se présente, il est évident qu'il va enlever des voix à Marine Le Pen sans doute, mais aussi aux autres. Il aura facilement les 500 signatures nécessaires? Je pense qu'il peut les avoir. Vous voyez, il n'y a pas contre lui, c'est un polémiste de talent, il n'y a pas contre lui une espèce de haine qu'il peut y avoir, ou de peur, parce que souvent les maires ne donnent pas de signature parce qu'ils ont peur d'apparaître, par exemple, Rassemblement National, tandis que, au fond, donner une signature à Éric Zemmour, c'est plus convenable, quoi. Quand on est à droite, c'est plus convenable. Bref, on voit bien que dans ce duo, autour de ce duo, il y a un imbroglio vraiment de candidats. Il y a 5 candidats écologistes, un candidat socialiste qui ne s'est pas encore présenté, mais qui se présentera cette semaine, un autre d'ancienne obédience socialiste qui s'est présenté la semaine dernière, un communiste, naturellement l'inévitable Jean-Luc Mélenchon, qui quelque part empêche toute unité de la gauche pour le moment. Il aurait pu à un moment donné, puisqu'après tout il est crédité de plus de voix que les autres à gauche, il aurait pu être une personnalité de rassemblement, mais ça n'est pas dans son tempérament, ça n'est pas un candidat de rassemblement, c'est un candidat de division, et ça on ne le refera pas. Bon, il y a d'autres candidats, naturellement, sur le centre qui s'interrogent. Et puis, du côté des Républicains, il y a le fait absolument paradoxal aussi que les deux candidats qui, pour le moment, sont en tête dans le cœur de ces Républicains-là, n'appartiennent pas au parti, c'est-à-dire n'appartiennent pas ou plus au parti, c'est-à-dire Xavier Bertrand, qu'il a quitté en 2017, et Valérie Pécresse, qui l'a créé en 2019. Alors j'aimerais bien passer en revue la plupart, enfin les plus intéressants de ces candidats avec vous, mais il y a aussi un problème dont j'aimerais bien que vous nous parliez, c'est celui des primaires, parce qu'on parle de primaires ici et là, et les primaires, c'est pas dans la tradition française, il y a eu quelques difficultés dans leur mise en application, et puis aussi des déconvenues pour certains candidats, Fillon en particulier, mais est-ce que c'est indispensable d'avoir des primaires? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut se passer? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ça va se faire? Écoutez, au début, évidemment, la première démonstration a été faite par une primaire socialiste où figuraient Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Bon. Ça a donné des résultats qui ont été, contre toute attente, favorables à Ségolène Royal, mais par la suite, ça a créé un fossé entre Ségolène Royal et ces deux candidats qui, à juste titre, trouvaient qu'ils étaient plus qualifiés, plus capés, plus connus qu'elle à l'époque.
Bon, après, on s'est dit, après tout, c'est un assez bon système, parce qu'on ne peut plus, ça fait un peu partisan d'être à l'intérieur d'un congrès, de désigner quelqu'un. En réalité, c'est complètement contraire à la constitution de la Ve République, hein, où il n'y a pas, c'est pas un parti qui nomme quelqu'un, mais c'est un homme qui se présente devant les Français. Bon. Donc on a complètement tourné le fondement même de la Ve République. Mais puisqu'on l'a tourné, on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester à la nomination par un congrès avec un comité directeur de 100 personnes, que d'un autre côté, il y a beaucoup d'impétrants, beaucoup de gens qui veulent se présenter, qu'on ne peut pas les laisser tous se présenter, et donc la primaire apparaît maintenant comme quelque chose d'inéluctable. Je prends l'exemple de la primaire des Verts, donc ils sont 5. 5 tout à fait différents. Il y en a un qui domine le lot largement, qui s'appelle Yannick Jadot, mais il n'est pas sûr que la primaire il soit choisi, parce que ce n'est pas celui que les Français préfèrent dans les sondages globaux, c'est celui que son parti et ses sympathisants préfèrent. Et ça peut être ce qui s'est passé avec François Fillon, une autre élection primaire, ça peut être celui qui est le plus petit commun dénominateur. Celui qui est au fond le plus, comment dire, il est le plus semblable aux extrémistes du parti. Et ça a été le cas. Ça n'est pas la primaire qui a tué Fillon, je vous rappelle. Non. Donc c'est quand même de mauvaise foi de dire la primaire a laissé un mauvais souvenir. Non, c'est pas la primaire, c'est le personnage. C'est le personnage, même de Fillon. Ses envies judiciaires. Donc moi, si je pense que les primaires maintenant sont à peu près inévitables. Alors que c'est un modèle qui a été importé des États-Unis, où les primaires se déroulent d'une toute autre façon. D'une toute autre façon, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Les deux partis aux États-Unis, chacun fait sa primaire, progressivement, ça n'a absolument rien à voir. Et cette primaire-là est à la fois, la primaire en France est difficile, parce que le nombre de candidats fait qu'on est dans le même parti, fait bien qu'on est obligé de choisir. Et deux, elle est difficile parce que c'est toujours celui qui est plus conforme au petit clan des militants qui passe. Or, parmi les Français, le petit clan des militants est tout petit. Oui, parce qu'il y a primaire aussi avec scrutin par les militants, puis il y a la primaire scrutin par les adhérents qui ont payé, par ceux qui n'ont pas payé, ou alors ouvert à tout le monde. Par exemple, je crois que les calculs ont montré que pour la primaire qui a désigné François Fillon, quelque chose comme 15% des socialistes ont voté, et pas mal de gens du Front National. Donc, effectivement, ça, et pourtant, c'est lui qui a eu le petit noyau dur qui a fait qu'il a été élu. Et alors, nous parlons des primaires, on parlait des personnalités, nous allons en reparler, mais j'ai l'impression que personne ne parle d'un programme. Ah, je n'en ai pas entendu effectivement parler. Alors, oui, il y a des programmes, il faut être juste. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont présenté tout de même des programmes sous forme d'interviews. On s'aperçoit que c'est la pandémie sans doute qui est responsable de ça. Les gens ont envie de tourner la page de la pandémie, peut-être un peu tôt. Oui. Hein. Et donc ils ont envie de s'attaquer à autre chose. Alors, à quoi peut-on s'attaquer? À l'insécurité, évidemment. Donc on s'aperçoit déjà que sur les deux premiers candidats déclarés de la droite républicaine, même s'ils n'en font pas partie, mais enfin, ils sont dans ce creuset-là, la dynamique est absolument... il faut lutter contre le salafisme, il faut fermer les mosquées, c'est-à-dire tout ce qui a été dit depuis des années, à vrai dire. L'immigration ? Immigration, naturellement, avec l'Afghanistan qui vient d'arriver dans la course, en quelque sorte, et qui est maintenant un vrai problème. C'est vrai que c'est un problème d'immigration et qu'il faudra faire attention à ce que dans la horde ne s'infiltrent pas des terroristes, ce qui n'empêche pas de sauver quand même les gens qui ont travaillé pour nous, et des gens qui ont travaillé en Afghanistan, pour la France, pour l'Amérique, pour la Grande-Bretagne. Donc c'est compliqué de trier les uns et les autres. Et on voit bien que beaucoup de discussions vont porter autour du pouvoir régalien, c'est-à-dire police, justice, sécurité. Et c'est là-dessus
que la droite va entraîner le président de la République, évidemment, dont on pense que c'est le point faible, dont on pense peut-être à tort, parce que... à votre avis, c'est à tort? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est à tort. Je pense quand même que c'est à tort. C'est vrai qu'il ne s'en est pas occupé assez vite. C'est vrai que ces trois premières années de mandat ont fait qu'il évitait au fond les problèmes de laïcité, les problèmes de la banlieue, les problèmes de l'immigration. Et c'est ça qu'on lui a reproché. Mais depuis, par exemple, depuis que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça. Et d'ailleurs, il vient des Républicains, il a été élevé par les Républicains, il est proche de Sarkozy. Et c'est vrai que c'est un ministre de l'Intérieur qu'on pourrait qualifier, qui pourrait très très bien être dans un gouvernement Sarkozy ou maintenant, enfin je ne sais pas qui sera le regagnant, mais enfin qui pourrait très bien être dans un gouvernement républicain. Sarkozy qui vient, c'est vous qui me venez de me le dire, de se prononcer pour les primaires. Oui, alors Sarkozy vient de se présenter pour les primaires à l'intérieur des Républicains. Au moment où, effectivement, il y avait une interrogation. Le président actuel des Républicains n'en voulait pas. Le président du Sénat, qui est quand même très important dans le groupe Gérard Larcher, en voulait. Et au fond, le juge qui est resté, le parrain, qui est resté, Nicolas Sarkozy, a dit oui, primaire. Ce qui est dans son esprit, à mon avis, une façon de condamner Xavier Bertrand, qui a dit qu'il n'y participerait pas. Donc est-ce que ça coule carrément, la candidature de Xavier Bertrand, ou est-ce qu'il a encore des chances de se maintenir? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et Valérie Pécresse aussi, également. Ben, si Bertrand, non, mais Valérie Pécresse a accepté d'être à la primaire. Donc elle sera à la primaire, vraisemblablement, avec Michel Barnier, avec le professeur Juvin, enfin bon, avec Éric Ciotti, tout ça, qui étaient des candidats que personne n'attendait. Donc le débat à l'intérieur des primaires va se passer entre Barnier et Valérie Pécresse, évidemment. Alors, est-ce que le fait pour Bertrand de dire « moi, de toute façon, je m'y tiendrai ma candidature, débrouillez-vous », est-ce qu'il va apparaître comme un diviseur? C'est possible. Ou est-ce qu'il va apparaître comme celui qui s'est déclaré en premier et qui, après tout, a l'initiative et a sorti un peu le premier ses cartes du jeu? Oui. J'ai un sondage là du Parisien. Si Xavier Bertrand se présente, Emmanuel Macron 25%, Marine Le Pen 22%, et Xavier Bertrand 17%. À cette distance-là de l'élection, c'est pas négatif pour lui. C'est pas tout à fait, c'est pas du tout négatif. C'est pas du tout négatif. Parce que Yannick Jadot 10%. Vous avez des sondages dans lesquels si Éric Zemmour se présente, Marine Le Pen peut perdre 2 points. Et à ce moment-là, il suffit que l'autre en prenne 2 pour qu'il puisse passer en numéro. Et tout le monde sait que le candidat républicain a beaucoup plus de chances, s'il arrive au 2e tour, de gagner le 2e tour, justement. Ouais. Vous êtes une observatrice fidèle et perspicace de la situation politique, enfin de la vie politique française depuis longtemps. Il suffit de lire d'ailleurs les ouvrages que vous y consacrez. Et il y a toujours aussi la question, parfois inévitable, de la surprise. Il y a toujours des surprises en France, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le cas de dire toujours, mais il arrive bien souvent que les prédictions, les choses dont nous parlons aujourd'hui, finalement sont démenties et démontées par les faits. Les 2 nouvelles surprises sont à gauche, la candidature d'Arnaud Montebourg, qui a été quand même accueillie, il me semble, par un grand silence, alors que c'est quelqu'un qui a des idées, et qui a des idées depuis longtemps, et qui a des idées sur l'industrialisation de la France, sur sa souveraineté vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis du monde entier. Enfin, c'est quelqu'un qui pour le moment, c'est une entrée pour rien. Bon, alors il va rebondir sûrement. Bon, puis c'est un beau candidat socialiste. Et puis le deuxième surprise, c'est en effet Éric Zemmour. C'est la première fois qu'au fond qu'une vedette de télévision, par ailleurs très soutenue, très regardée, se présente et en gros, pour le moment, bouleverse les statistiques. Selon les sondages, donc il a entre 7 et 8,5. Ça n'est pas rien. Ça peut ne pas durer. Mais enfin, quand on a 8, il faut bien les prendre à quelqu'un.
Donc ça bouleverse vraiment, c'est peut-être la surprise. Je ne dis pas que c'est la dernière surprise, il y en aura peut-être une autre, mais en tout cas c'est la dernière surprise de ce scrutin à 10 mois, à moins de 10 mois maintenant. Mais un candidat relativement populaire comme lui, en tout cas très connu grâce à la télévision, peut-il ensuite trouver les fonds nécessaires pour mener campagne? D'où viendrait l'argent? C'est tout le problème. Il semblerait qu'un comité de soutien se soit constitué pour chercher de l'argent. Il faut dire que depuis peu, les campagnes électorales présidentielles sont beaucoup moins coûteuses qu'avant, sauf quand Nicolas Sarkozy a un peu gonflé la facture. Mais au fond, avec 5 meetings et 10 émissions de télévision, ça suffit. Ah oui. Énormément d'émissions de télévision, en plus, en perspective. Plus Twitter, Facebook et compagnie. Alors, on peut, je ne dis pas que ça ne coûte rien, je crois que ça coûte très cher, et surtout, ça coûte cher en investissement personnel. C'est-à-dire, il paraît qu'il faut être quand même en très bonne santé. Très solide, pour mener jusqu'au bout un train d'enfer. Ça, je veux bien le croire. Puis surtout, il faut être très, très motivé. Alors, il l'est peut-être, mais c'est autre chose d'écrire un livre et de faire une campagne pour soutenir ce livre. C'est autre chose que de faire une campagne présidentielle, ça c'est sûr. Mais enfin, quand quelqu'un a 8 dans les sondages, il faut quand même se préoccuper de lui. Surtout si c'est Marine Le Pen moins 8. Non, parce que... c'est moins 2. Oui, c'est ça. Il en enlèvera forcément à tout le monde. Mais ce qui est aussi nouveau quand même dans ce paysage politique, c'est que pour la première fois, l'extrême droite est divisée. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à maintenant. Dupont-Aignan, qui est un candidat venu du parti gaulliste, mais devenu un candidat d'extrême droite, s'était rallié à elle pour le dernier débat en 2017. Mais depuis, il y a donc maintenant sur la droite souverainiste, il y aurait donc Marine Le Pen, un de ses anciens lieutenants qui fait campagne à mort contre les vaccins, Florian Philippot, Dupont-Aignan et Zemmour. Ça fait 4 candidats sur l'extrême droite. Donc, et là, il n'y a pas de primaire. Là, il n'y a pas de primaire organisée. Donc, la surprise peut venir de là, à vrai dire. Alors, une surprise aussi serait l'émergence, en tout cas dans les sondages, de Michel Barnier, le négociateur du Brexit, parce que lui, sur le papier, il est tout à fait convenable. Ah oui, tout à fait. Donc, il est candidat à la primaire républicaine. Les gens enfin, il n'y a pas un Français qui ne le connaît pas, parce qu'on a tellement parlé de Barnier, du Brexit. Bon, en plus, le Brexit, apparemment, a montré à quel point il était un négociateur. Il a vu la terre entière, il a laissé parler la terre entière. Ça s'est terminé finalement par le Brexit, mais enfin pas si mal. Il a été à la fois président du Conseil général de Savoie. Pendant très longtemps. Il a organisé les Jeux olympiques d'hiver, je ne sais quand. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience. Alors, il a une grosse expérience, il a un très bon physique. Ce qui est important, au fond, quand on se prépare. Moyennant quoi, il n'a pas, je crois, avec les militants, pour le moment, la même proximité que quelqu'un comme Valérie Pécresse, par exemple, même si elle a quitté le parti. Il a été quand même des années européen. Et on sait bien que quand on est soit ministre des Affaires étrangères, soit commissaire européen, on perd un peu le contact. Alors, il l'a retrouvé, il le cherche, il le recherche depuis 6 mois, on le voit venir depuis 6 mois. Mais effectivement, il semblerait, pour le moment, il est crédité de 11% des voix et Xavier Bertrand de 17%, donc il y a pas mal de différences entre eux, mais les choses peuvent changer, rien n'est dit, et c'est vrai que c'est un candidat qui pourrait être pensé comme naturel, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça se passera peut-être. Oui. Et quelles sont les chances alors de Valérie Pécresse dans cet environnement ? Elle se présente, elle a quand même brillamment réussi son élection à la région. C'est quelqu'un de
c'est quelqu'un qui en veut, quoi. C'est quelqu'un de très ambitieux et qui veut ça, qui y est préparé depuis qu'elle est toute petite par sa famille. Donc, elle a vraiment une envie, un appétit féroce. Mais Bertrand aussi. Donc, voilà, elle a dans son interview du journal du dimanche d'avant-hier accusé le gouvernement d'être des débutants dans la lutte contre l'islamisme, et Gérald Darmanin, qui faisait partie du même parti qu'elle, il y a peu de temps, lui a répondu que l'amateur, c'était peut-être elle, et pas lui, qui était au ministère de l'Intérieur, et qui, avant, s'occupait de tous les problèmes sécuritaires du Parti républicain. Oui. Je pense qu'il faut, c'est un peu tout, je veux dire, ce qu'il faut, cette élection, c'est que quand même, les grands noms des Républicains sont derrière Macron. Édouard Philippe reste fidèle à Macron. Lui, alors, il aurait toutes les chances d'être élu s'il se présentait. Mais il ne trahira pas de toute façon. Il ne trahira pas Macron. Il le soutiendra. C'est un chic type, comme disent les gens, il le soutiendra. Darmanin reste quand même un pur produit sarkozyste, intégré auprès de Macron. Bruno Le Maire est quand même un ministre des Finances, dans une situation compliquée tout de même depuis 2 ans, qu'on n'a pas entendu critiquer, qui n'a pas fait un faux pas pendant 2 ans. Et c'était pas commode d'ouvrir sa bourse aussi vite qu'il l'a. Donc il faut bien dire que les grandes figures du Parti républicain sont chez Macron. Alors ça bouleverse un peu tout. Le problème est de savoir si Macron va garder ses voix de gauche, les voix de gauche qu'il avait en 2017, ou si au contraire il sera récusé par la gauche, en oubliant quand même que pendant 1 an et demi, il a assuré le salaire des gens à 80%, le salaire des chômeurs, donc à 80%. Et ça, c'est très à gauche et c'est très interventionnisme de l'État. Oui. Mais je ne pense pas que ça lui soit retenu en sa faveur. Donc tout son problème, Emmanuel Macron, qui est quand même en tête, est de savoir si, gagnant des voix sur sa droite, ce qu'il a fait, il gardera ses voix sur la gauche. Le en même temps, c'est ça. Et est-ce qu'il aura réussi le en même temps ? C'est ça l'interrogation. Et en même temps, être à la tête du pays dans une période extrêmement difficile, à cause de tout ce qu'on a dit, et en particulier de la pandémie, qui n'est pas finie, qui n'est absolument pas terminée, c'est quand même... Il y a l'avantage au chef qui mène la bataille. Oui, sauf s'il perd. Je vous rappelle qu'au début, quand on ne trouvait pas de masque en France, il avait beaucoup perdu. Simplement, il a réussi, et lui tout seul, je dois dire, le parti de la vaccination. C'est-à-dire qu'au moment où tous les médecins lui disaient il faut confiner, surtout confiner l'année dernière, au début de l'année, il a dit non, maintenant ça suffit, ça met la France à genoux, donc il ne faut pas confiner, il faut vacciner. Et quand on lui a dit combien de vaccins, quand il a dit, je me rappelle, 30 millions de vaccins, tout le monde a dit non, et il a eu les 30 millions de vaccins quand il le fallait. Là, il a dit 50 millions de vaccins en août, on est à 49 millions 940, je veux dire. Donc ça, il a gagné ce pari de la vaccination. Et ça explique à la fois sa cote de popularité aujourd'hui, puisque sa cote de popularité est plus haute que ne l'a jamais été à la même période celle des autres présidents. Ça, c'est très important à noter. Oui. Mais la cote de popularité ne va pas dire qu'il va gagner. Voilà. Mettons qu'il a un socle important de gens qui voteront pour lui en toutes circonstances. Mais après, beaucoup dépend d'abord de la reprise de l'épidémie. Personne ne sait. Personne ne sait si, après tout, on voit bien en Israël, où 60% des gens sont vaccinés, l'épidémie repart. Donc beaucoup de choses dépendent maintenant de ce qu'il va faire et des réformes qu'il va proposer ou ne pas proposer. Donc, parce que s'il se relance sur la réforme des retraites avant l'élection... Et d'ailleurs, il a dit lui-même une phrase que j'ai trouvée très intéressante et qui passait complètement inaperçue. Il a dit, en marge d'une interview, j'aurai peut-être des décisions difficiles à prendre qui m'empêcheront de me représenter. Ah bon ? Ben voilà, encore une exclusivité de Télésud. Alors, évidemment, personne ne l'a remarqué. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que j'étais très étonné que personne. Mais c'était
on peut dire, c'était peut-être pour réserver un suspense. Il faut toujours un suspense, et puis c'est plutôt pas mal. C'était peut-être aussi pour faire peur, c'est-à-dire en disant, si je m'en vais, débrouillez-vous avec les autres. Mais en tout cas, il a laissé entendre ça. Alors, voilà, ça c'est la surprise du chef, mais à mon avis, c'est vraiment à ne pas prendre en considération, mais ça voulait dire, je ferai peut-être la réforme des retraites. Alors, voilà, je lui souhaite bien du plaisir, mais il me semble que ce n'est pas une réforme qu'on peut entamer à la fin d'un quinquennat. C'est une réforme de début de quinquennat, mais ce n'est pas une réforme de fin. Voilà. Mais enfin, ça, c'est son risque et sa détermination, on verra. Merci beaucoup Michel Cotta d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je propose qu'on se retrouve avant la fin de l'année pour faire le point, parce que les choses auront certainement changé. Merci beaucoup Michel. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.